conférence, elle va s'intéresser au point de vue et au regard de chercheurs sur l'agroécologie. Donc on a avec nous Gaëlle Plumcock qui travaille au Centre INRA de Toulouse-Occitanie, Marie-Hélène Robin qui travaille dans une école d'ingénieurs d'agronomie de Toulouse et qui est aussi chercheuse. Et on a Elsa Pibou qui est chercheuse à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Donc je vais vous inviter tous les trois à prendre la parole successivement et à exposer en quoi vos travaux de recherche permettent déjà d'accompagner au développement des pratiques agroécologiques. Et puis aussi de mettre en avant en fait, le rôle de la recherche dans cet accompagnement au développement des innovations agroécologiques et à cette transition. Donc Gaëlle, je vous invite à débuter. Merci. Merci pour ton invitation. Alors, donc la commande qui m'avait été faite, c'était de présenter rapidement mes travaux sur l'agroécologie. Ça ne marche pas. Ouais, c'est difficile. Je vais mis en plein écran. Ah ouais, non, peut-être pas. Super, merci beaucoup. Bon, ce qui est un peu compliqué, parce que je travaille à l'INRA depuis 9 ans, 8 ans même, et que avant de travailler à l'INRA, je n'avais jamais travaillé sur l'agriculture, hormis un postdoc qui a duré 2 semaines, parce que j'ai été recruté tout de suite après sur les circuits courts. Et donc j'ai commencé à travailler sur l'agriculture en rentrant à l'INRA, donc j'ai pas dit, moi je suis économiste, mais ma thématique de recherche c'est plutôt l'économie écologique et comment, avec les questions de durabilité notamment, avec une entrée dans la thèse plutôt politique publique. Donc c'est de là que je viens. Et donc cet ensemble de travaux de recherche que je vais vous présenter, c'était pour moi aussi une manière, en travaillant avec des collègues agronomes, de m'approprier une thématique à peu de frais. Voilà, parce que je me suis fait expliquer ce que c'était que l'agriculture par mes collègues agronomes, et du coup, ça a été relativement efficace de ce point de vue-là. Et donc, moi, ce que j'ai apporté, c'était un regard plutôt sciences humaines et sociales sur ce que sont des pratiques, c'est-à-dire des manières de faire qui sont encastrées dans des cadres cognitifs, dans des cadres normatifs, qui sont mises en œuvre dans le cadre souvent d'actions collectives. Et donc ça, c'est aussi une problématique sciences humaines et sociales. Et donc le travail qu'on a conduit, c'était de caractériser différentes formes d'agriculture durable ou d'agroécologie. Alors dans les articles qu'on a publiés, on a plutôt préféré parler d'agriculture durable plutôt que d'agroécologie. En essayant de les caractériser, alors à la fois d'un côté agronomique, par effectivement des ensembles de pratiques et puis des modalités d'insertion dans les systèmes alimentaires, et puis d'un autre côté comme des formes d'action collective qui étaient soutenues par des valeurs sociales particulières, des éthiques, des pratiques particulières, des formes d'organisation particulières. Donc voilà, c'est ça que je vais vous présenter rapidement. Donc le but, c'était de partir d'une typologie des formes d'agriculture durable. Tiens, on ne voit pas le bas de la flèche. Une typologie qui était faite en fonction de 2 critères. La première, c'était la nature des intrants qui étaient utilisés dans les systèmes de production. Alors on a considéré qu'à un bout du spectre, on pouvait avoir des systèmes qui étaient très intenses en intrants exogènes, donc pas forcément chimiques. Ça peut être chimique, mais ça peut ne pas être chimique. En tout cas, c'est des intrants qu'on apporte de l'extérieur de l'agrosystème, à des intrants qui sont à l'autre bout du spectre, qui sont endogènes à l'agroécosystème, qui sont les services écosystémiques. L'idée, alors je ne l'ai pas représenté là, mais on a un schéma qui est un peu plus fin, l'idée c'est de dire qu'en fait les deux peuvent se superposer. On a tout un continuum, et même dans le bout de la flèche, on a rarement des systèmes de production qui sont exclusivement basés sur les services écosystémiques. Il y a toujours un minimum d'intrants qui sont apportés, que ce soit en matériel ou en infrastructure. Et le deuxième axe, c'était la manière dont ces systèmes de production, les exploitations agricoles,
s'insère dans les systèmes alimentaires. Et donc là, on a considéré qu'à un bout du spectre, on avait des systèmes alimentaires qui étaient très mondialisés. Et à l'autre bout du spectre, on a des systèmes alimentaires qui sont très territorialisés, ou très localisés. Et là encore, les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. On peut avoir, je vais le détailler, mais des exploitations agricoles qui, en fonction de leur marché, en fonction de leur stratégie d'écoulement des produits, vont choisir les circuits courts de proximité pour un type de production et puis la grande distribution pour un autre type de production. Et donc ça nous a conduit à distinguer 6 grands types, 6 grandes formes d'agriculture durable. Je ne sais pas si on voit bien là. Oh, si, ça va à peu près. Qu'on a défini au regard de ce qu'on a appelé l'agriculture productiviste, donc c'est le modèle 1, qui est l'agriculture conventionnelle, qui fait convention, qui est dominante, mainstream. On n'a pas cherché à raffiner plus que ça, on est conscient qu'il y a toute une diversité de pratiques qui sont regroupées dans cette forme d'agriculture. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était l'agriculture durable. Et donc, les modèles qui sont à la fois ancrés dans des systèmes alimentaires très mondialisés et qui reposent énormément dans le système de production sur des intrants exogènes, c'est ce qu'on a appelé l'agriculture hautement technologique et l'agriculture techno-domestique. Bon, c'est des termes un peu barbares, ça fait référence aux 4 théories qu'on a utilisées. Les systèmes, la forme d'agriculture qui s'inscrit dans un système alimentaire plutôt territorialisé, mais qui est quand même basé sur des intrants exogènes, c'est ce qu'on a appelé l'agriculture circulaire. Et puis on passe aux systèmes d'agriculture qui sont plutôt intensifs en services écosystémiques. Donc ceux qui sont côté système alimentaire mondialisé, on a ce qu'on a appelé l'agriculture diversifiée globalisée. Bon, le terme n'est peut-être pas très heureux. Et puis on a distingué 2 formes d'agroécologie lorsqu'elles sont plutôt ancrées dans les systèmes alimentaires territorialisés, qui est l'agriculture diversifiée de proximité et l'agriculture diversifiée territorialisée. Ça va très vite, c'était mon intro. Alors du coup, je vais aller peut-être un peu vite, parce qu'on y reviendra peut-être dans la discussion, mais je voudrais laisser. Ouais, il vous reste à peu près 4 minutes, voilà. Alors je vais aller très vite. Voilà, l'agriculture productive. L'idée, c'était de dire que dans ces modèles d'agriculture, c'était des formes d'organisation qui sont aussi des ordres sociaux, et donc ça hiérarchise des individus. Et il y a des dispositifs qui permettent, qui objectivent la hiérarchisation des individus. Donc ici, par exemple, c'est la productivité. Donc dans ces systèmes-là, plus vous êtes productif, plus vous êtes un bon agriculteur. En gros, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle qui renvoie à des valeurs qui sont à la fois des valeurs industrielles et marchandes. Bon, je vais aller assez vite. Pour le modèle hautement technologique, en fait, ce qui change, c'est qu'on a des injonctions. Pourquoi est-ce que les agriculteurs qui sont dans le modèle productiviste mettent en place des modèles, une forme hautement technologique? Bon, il y a plusieurs raisons à ça, je ne vais pas les expliquer en détail, simplement pour vous donner ce à quoi ça correspond à un modèle dans lequel les agriculteurs vont essayer de raisonner au maximum l'épandage d'intrants chimiques. Et donc, les technos, du coup, ils sont très intensifs en technologie, parce que ça leur permet de savoir quelle est la bonne dose de chimie à appliquer au bon endroit. Donc c'est un principe d'efficience. Donc il n'y a pas de rupture vraiment fondamentale avec le modèle technologique, avec le modèle productiviste, pardon. Ce qui va aussi compter, c'est la rentabilité marchande dans ce modèle-là. Ensuite, dans le modèle techno-domestique, ce qui va changer, ça va être la nature des intrants chimiques. La nature des intrants. On va substituer des intrants chimiques à des intrants qui vont être biologiques, mais qui vont être, là encore, exogènes au système de production. Et donc ça va être toutes les bactéries qu'on va pouvoir mettre en place sur les champs pour éliminer les champignons, pour lutter contre des ravageurs, etc. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve stabilisée, on ne sait pas comment les gens se hiérarchisent. Donc ça repose énormément sur la croyance que ce qu'on fait, on le fait bien, et donc une éthique qui permet de se conforter dans le fait que ce qu'on fait, on le fait pour de bonnes raisons. Le modèle d'agriculture circulaire, alors c'est un modèle qui fonctionne à une autre échelle, à une échelle territorialisée, avec le recyclage, la prise de conscience qu'on n'est pas seul sur le territoire, que l'agriculture n'est pas une activité isolée, et donc il va fonctionner sur
les extrants qui sont produits par d'autres activités. Mais donc du coup, on est encore sur une activité qui fonctionne avec des intrants qui sont exogènes. Voilà. Alors, le principe qui guide ce modèle-là, les valeurs qui guident ce modèle-là, sont des valeurs qui sont aussi des valeurs d'efficience, parce qu'il s'agit d'avoir un usage le plus efficace possible des flux de matière-énergie, mais simplement à une autre échelle que dans les modèles précédents. Le modèle d'agriculture diversifiée et globalisée, ce qui va changer ici, ça va être que les techniques de production vont être raisonnées en fonction d'une éthique environnementale, l'idée que le vivant est productif. Et donc ça va induire tout un changement de référentiel normatif chez les agriculteurs, notamment le fait que ce que vous voyez à droite est bien. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire un champ dans lequel il y a des repousses, un champ avec des salissures, le terme n'est pas neutre non plus, c'est quelque chose de bien. Et donc ça suppose de mettre en place tout un tas d'organisations parallèles qui permettent d'échanger entre les agriculteurs, échanger à la fois sur les techniques de production qui permettent de produire en se passant des produits chimiques, mais aussi, c'est des arènes qui sont importantes parce qu'elles permettent de se conforter dans l'idée que ce qu'on fait, on fait pour des bonnes raisons, là encore. Et donc c'est quelque chose qui marche beaucoup avec l'équité de pair, donc ce qui fait référence dans le cadre théorique du registre de l'opinion, et qui tient aussi à l'efficience industrielle, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est quand même produire de la manière la plus efficace possible. J'en viens maintenant aux deux derniers modèles, et je pense que je m'arrêterai là. J'ai encore des trucs à dire, mais c'est pas grave, ça viendra dans la discussion peut-être. L'agriculture diversifiée de proximité, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Enfin, là, je reprends les mots des collègues agronomes. L'idée, c'est de dire que on s'insère de plus en plus on garde ce qu'il y avait dans le système globalisé, le système diversifié et globalisé. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce système-là, globalisé et diversifié, continue d'être dépendant des marchés globalisés, notamment pour les intrants, pour les débouchés. Il est en revanche plus dépendant, plus territorialisé pour les intrants. Voilà. Dans ce modèle diversifié de proximité, là, l'écoulement des produits se fait par la proximité aussi. C'est ce qui change par rapport à ce modèle-là. Et donc on retrouve les éléments d'opinion et marchand, mais des éléments propres à la domesticité, c'est-à-dire considérer le territoire comme l'extension de la ferme, quelque chose qui va être avec notamment plein d'enjeux sur les compétences des agriculteurs qui vont aussi devenir des commerciaux. Avec un sens très différent de ce que ça peut avoir dans le reste de l'économie. Et le dernier modèle qu'on a identifié, c'est le modèle diversifié territorialisé dans lequel c'est presque le modèle Pierre Rabhi, avec une approche très systémique de la contribution de ce que l'agriculture peut apporter au territoire, avec des valeurs notamment presque écologiques au sens de l'écologie radicale, avec notamment des valeurs civiques étendues aux êtres biotiques ou abiotiques, presque je discute avec ma chèvre, quoi. On en est presque là. J'avais plein de choses à dire sur les transitions, mais je le dirai pas. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Tu peux prendre quelques minutes. Non, mais du coup, peut-être l'idée, c'est avec ce panorama, c'est de dire que, en fait, ce qu'on a essayé de montrer là, c'est pas un film, c'est une photo. C'est-à-dire que tous ces modèles, on voudrait lutter contre l'idée qui voudrait qu'en fait, il y a un chemin qui va du modèle 1 au modèle 2A, au modèle 2B, au modèle 3A, au modèle 2C, et qui arriverait, et que le point d'arrivée, ce serait le modèle 3C. On pense au contraire que tous ces modèles coexistent, et il est fort probable même que les agriculteurs soient à cheval sur ces modèles. Ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est de creuser le fait que ces modèles sont aussi, par leur cohérence interne, exclusifs les uns des autres par certains côtés. C'est-à-dire que ce qui vaut dans un modèle ne vaut pas dans l'autre. Et les règles et les normes qui fonctionnent dans un modèle vont être excluantes d'autres modèles. Par exemple, les règles qui font tenir le modèle hautement technologique sont des modèles de propriété industrielle qui ne sont pas forcément compatibles avec l'agriculture diversifiée globalisée, dans laquelle on sait que les rôles, les communautés de pairs, notamment autour de l'échange de semences, peuvent jouer un très grand rôle. Et le dernier message qu'on voulait passer aussi, c'était en termes, et ça revient plus fondamentalement à mes problématiques de recherche, c'est que les outils de politique publique
sont qualifiés dans certains de ces modèles. C'est-à-dire que les outils, la forme des outils qui vont être mis en place en termes politiques vont s'adresser à un modèle, mais du coup, comme ils sont qualifiés dans ce modèle-là, ils vont être excluants d'autres modèles. Et le message qu'on voulait dire, c'est que finalement, en fait, peut-être qu'être vraiment agroécologique, c'est d'essayer d'avoir un équilibre entre ces modèles-là. C'est d'essayer de répliquer le principe de biodiversité à une idée de diversité du fonctionnement de notre agriculture. Voilà. Merci. Merci Gaëlle. Ouais. Donc je vais inviter maintenant Marie-Hélène à prendre la parole. Bonjour à tous déjà, indépendants. Comme ça a été présenté tout à l'heure, je suis enseignant-chercheur à l'École d'ingénieurs de développement, mais je suis aussi chercheur associé à l'IMR Agir à l'INRA dans la même unité que Gaëlle. Donc rapidement, je vais vous présenter en quoi mes travaux favorisent le développement de pratiques agroécologiques. Et puis après, si vous voulez, on rentrera un petit peu plus en détail, parce que je crois que j'avais à peu près 20 minutes. Dans le contenu un peu scientifique de mes travaux. Donc mes travaux de recherche portent, comme le titre l'indique ici, sur la protection agroécologique des cultures. Donc là, par rapport à ce qu'a dit Gaëlle avant, on va vraiment entrer au cœur de l'agronomie et des techniques. Alors la protection agroécologique des cultures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à développer des pratiques de protection des plantes contre les différents ennemis qui soient alternatives à l'utilisation des pesticides. Donc cette démarche s'intéresse évidemment à l'agronomie, puisqu'on va essayer de mobiliser un certain nombre de pratiques de bon sens, on va en voir quelques-unes, qui ont été oubliées parce qu'on avait le parapluie chimique depuis plus de 50 ans. Et également la protection agroécologique des cultures, la PAEC, on va dire ça ira plus vite. La PAEC, elle s'intéresse également aussi à l'écologie parce qu'on va se situer sur une échelle d'espace élargi, celle du paysage et du territoire, et non plus celle uniquement du champ. Et puis on va faire appel à des services écosystémiques, à des processus écologiques, comme par exemple les régulations naturelles. Donc dans ces travaux, on développe une protection des cultures, mais qui est basée sur des principes écologiques. Alors, juste pour répondre à la deuxième question qui nous avait été posée, c'est en quoi cette recherche, quel est son rôle dans l'accompagnement à la transition agroécologique? Eh bien, 2 points. Premièrement, cette recherche agronomique, pour nous, elle est vraiment à l'écoute des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on pratique une recherche participative, on part des besoins des agriculteurs, des préoccupations des agriculteurs. C'est vraiment du down-top, ça part des agriculteurs. Qu'est-ce que c'est que leurs préoccupations et comment on peut les aider à y répondre? Donc il y a des préoccupations très importantes aujourd'hui, comme si demain on n'a plus de glyphosate, comment on fait? Et s'il faut qu'on mette des couverts partout, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mélange dans les couverts, etc. Et puis le deuxième accompagnement que nous on fait dans cette démarche participative, c'est aussi la diffusion, le transfert de nos connaissances, de nos résultats, afin qu'ils puissent être adoptés par les agriculteurs et que les agriculteurs adhèrent aussi à ces résultats. C'est vraiment important cette adoption-adhésion parce que si déjà ça ne vient pas des agriculteurs, ils ne rentreront pas dans le système et si ensuite ils n'adhèrent pas au projet, ce sera très très difficile, comme tout un chacun, de pouvoir faire passer ces nouvelles techniques. Donc il y a vraiment un travail important qu'on réalise également de transfert. Donc je vais revenir un peu sur cette protection agroécologique des cultures, et puis comme j'avais compris que la commande elle était un peu socio-économique, donc j'ai fait une introduction peut-être un petit peu longue, vous allez voir, sur cet aspect socio-économique de la protection des cultures. Donc le premier point, c'est protéger les cultures pour augmenter la production. Alors, augmenter la production d'ici 2050, vous savez que c'est une nécessité puisqu'on sera au moins 9 milliards d'individus en 2050. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont encore sous-alimentées. Pourtant, la production céréalière dans le monde, elle a été multipliée par 3, alors que la population n'a fait que doubler. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas un manque de nourriture, mais c'est une répartition inégale de la nourriture. Comme vous le voyez ici sur... ça ne servira à rien ce que je fais. Comme vous le voyez ici sur la figure, vous voyez que la production de céréales elle est très très importante aux États-Unis, en Europe, alors que les besoins ils sont vraiment cruciaux, par exemple, en Afrique.
Donc ça veut dire que cette répartition inégale de la nourriture, c'est ce qui explique ces problèmes d'alimentation. Et d'après la FAO, eh bien, ce déséquilibre alimentaire ne risque pas de s'améliorer, puisque la FAO estime qu'il faudrait pouvoir augmenter la production alimentaire de 70% pour pouvoir faire face à l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050. Alors quelles sont les possibilités d'y arriver? Bien, augmenter les rendements, on va en dire deux mots, ou alors augmenter les surfaces, changer de régime alimentaire, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est aussi incontournable, diminuer le gaspillage, et enfin diminuer les pertes géographiques, ce qui fera le lien avec la partie suivante. Alors, augmenter les rendements, ben ça on essaye depuis un certain nombre d'années. Pour faire face à l'augmentation nécessaire de la production dans le monde, il faudra augmenter de 1,5% les rendements dans le monde. Or actuellement, les rendements augmentent au maximum de 0,6% ou stagnent. Comme vous le voyez sur la figure de gauche, en France, bon, on est arrivé, on a l'impression à un palier, et sur la figure de droite, vous voyez que ce soit le maïs, le riz, le blé, eh bien, les rendements n'arrêtent pas de dégringoler dans les pays en voie de développement. Donc on a l'impression qu'on est arrivé à un certain palier sur ces rendements. Alors augmenter les surfaces, c'est possible. Là, je vous avais mis en exergue, par exemple, l'Amérique du Sud, où on sait que potentiellement, il y a encore des terres, mais le problème, c'est que ces terres, on va les prendre au détriment des forêts, au détriment des espaces prairiaux, et donc avec un coût écologique qui aujourd'hui est difficile à estimer, même si on voit ce qui se passe au Brésil, et ils ne se posent pas les mêmes considérations que nous sur ces coûts écologiques. Troisième possibilité, changer de régime. Bon, alors là, j'ai des éminents sociologues avec moi. Vous savez qu'il y a de nombreux articles qui sont sortis. Il y en a un très intéressant, la Food des Anthropocènes. Il y a de nombreux articles qui sont sortis au courant 2019 sur ce sujet, et on en parle très régulièrement. On ne pourra pas répondre à la question de l'alimentation dans le monde si on ne change pas de régime alimentaire. C'est très important, c'est-à-dire diminuer les viandes et les volailles, enfin les produits carnés, et favoriser les produits céréaliers et les légumineuses. Alors, quatrième point, limiter le gaspillage alimentaire. Je pense que tout le monde ici est au courant. Vous savez qu'on gaspille entre 40 et 50% de la production alimentaire dans le monde. Et si on s'intéresse à différents continents, vous voyez en Europe, en rouge, c'est la partie qui est gaspillée. Donc nous, c'est à la consommation. Donc c'est ce qui se passe entre la grande surface et notre frigidaire et la restauration collective, etc. Et puis, pour ne pas être trop franco-français, eh bien, si on s'intéresse à ce qui se passe dans les pays en voie de développement, vous voyez en Afrique par exemple, et bien là c'est en vert que ça apparaît, la plus grosse partie qui est, on ne va pas dire gaspillée, on va plutôt dire qui est jetée parce qu'elle n'est pas consommable, et bien là c'est sur le lieu de production, parce que les consommations, là il n'y a rien qui est gaspillé. Quatrième point, ah oui, j'avais juste oublié, je voulais juste dire quelque chose ici, quand on avait parlé de changer de régime alimentaire. Aujourd'hui, vous savez que 60% des surfaces au monde servent pour la production alimentaire, et il y a quand même 35% des surfaces qui servent pour la production animale et 5% pour les agrocarburants. Alors si la personne de Solagro était venue, il vous aurait parlé de After 2050, donc c'est un scénario très intéressant, vous pouvez le retrouver sur internet, qui explique justement qu'on ne pourra pas résoudre ces problèmes alimentaires dans le monde si on ne change pas le ratio actuel de production de protéines végétales et animales, qui est de 60% de consommation de protéines animales pour 40% de protéines végétales, et donc ce ratio devrait être inversé afin de pouvoir nourrir correctement la planète. Alors, le dernier point, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le cinquième point, comment arriver à produire suffisamment pour nourrir le monde, et bien en diminuant les pertes. Alors, sur ces trois cultures majeures qui nourrissent l'humanité, vous savez que ces trois cultures, c'est 80 ou 90% de l'alimentation mondiale, et bien, rien que pour le riz, même en protégeant la culture du riz, avec une ribambelle de pesticides, et pratiquement 40% sont détruites. Et si on ne protégeait pas le riz, pratiquement 80% de la production de riz dans le monde sont détruites. Donc on est obligé de protéger les cultures. Là, il faut bien que vous partiez avec cette idée, mais il faut protéger différemment. Donc ça fait 50 ans que la protection des cultures, elle est basée sur l'utilisation massive de pesticides. Donc vous voyez ici une courbe, si vous arrivez à voir les chiffres, vous voyez que ça diminue quand même un petit peu, depuis un certain nombre d'années, ça diminue plus, ça stagne, voire ça augmente de à peine quelques pourcents.
mais enfin, on n'arrive pas vraiment à étudier l'utilisation des pesticides. On a encore autour de 60 000 tonnes utilisées en France par an. Alors, avec un certain nombre de conséquences dont on va rapidement dresser le portrait, que ce soit toxicologique, écotoxicologique ou en termes agronomiques. Alors, c'est quoi d'abord ces pesticides? Vous avez des pesticides pour lutter contre les maladies des champignons avec des fongicides, des insecticides, des nématicides, des rodonticides, des acaricides, des molluscicides, des désherbants. Alors, je vous rassure, il n'y a pas d'antibiotiques, l'usage est interdit. C'est pas comme le cas en vétérinaire, hein, les antibiotiques sont interdits en production végétale, il n'y a pas d'antiviraux. Bon, ça c'est vrai partout, mais c'est vrai aussi en phytopathologie. Alors, quelles sont les répercussions de 50 années d'utilisation massive des pesticides? Des enjeux sanitaires. J'ai juste un petit focus sur des maladies chroniques comme les cancers. On en entend beaucoup parler des cancers à l'agriculture. Alors les agriculteurs ont moins de cancers que la majorité, que la moyenne de la population, hein, parce qu'ils vivent dehors, ils mangent mieux, ils fument moins, etc. Mais par contre, vous avez une prévalence de certains cancers liés au milieu agricole, comme surtout les cancers du sang, mais des cancers de la prostate, etc. Donc là, il y a une très grande enquête qui s'appelle l'enquête Agricane, agriculteurs et cancer, hein, c'est vraiment une référence. Et puis alors, la référence actuelle, c'est ce document-là, c'est le document de l'INSERM de 2013, qui dresse les effets sur la santé de l'usage des pesticides. Et ici, vous voyez, pour les enfants, eh bien, il y a un risque accru de développer un certain type de cancer, comme les leucémies, quand les mères ont été exposées durant leur grossesse à des pesticides. Donc ça, c'est vraiment une enquête qui fait foi aujourd'hui. Elle est corroborée par un certain nombre d'études américaines aussi qui vont dans le même sens. Alors au niveau des enjeux environnementaux, bien, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que 60 000 tonnes de pesticides sont utilisés aujourd'hui en France, 20 à 40% n'atteignent pas leur cible. Donc si vous comptez, ça fait quand même entre 12 et 20, 25 000 tonnes de produits qui arrivent dans les compartiments de l'environnement, que sont l'air, l'eau, les sols et les organismes non cibles. Alors rien que pour l'eau, plus c'est rouge, plus il y a de pesticides. Donc rien n'est épargné en France. Seuls 7% des points de collecte en France sont épargnés par les pesticides. Donc 93% des eaux superficielles sont polluées aujourd'hui. Alors ce que vous buvez n'est pas pollué, mais à quel prix elles ne sont pas polluées, ces eaux? C'est la facture que vous payez. Si vous regardez là sur votre facture, regardez, vous allez voir qu'il y a une ligne qui est pour la dépollution, pour que vous puissiez boire de l'eau qui soit conforme. Alors, les derniers points, c'est quelques torrents tout en haut des montagnes qui ne sont pas encore polluées aujourd'hui. Alors, face à j'aurais pu en parler très longtemps, mais face à ce constat qui est quand même assez inquiétant de 50 ans d'utilisation massive des pesticides, eh bien nous, on essaie, les chercheurs, de développer des solutions alternatives. Alors les solutions alternatives, le plan il est simple, c'est exactement comme vous. Si vous ne voulez pas être malade, hein, si vous ne voulez pas attraper la grippe ou le sida, il y a des solutions qui sont possibles. 1, la prévention. 2, décider ou non de lutter, hein, donc évaluer quels sont vos risques. Et troisièmement, les méthodes de lutte curative. Le premier point, c'est vraiment fondamental, c'est la prévention. Alors la prévention en agronomie, c'est simple, c'est ce qu'a déjà évoqué Cyrielle par exemple tout à l'heure, la rotation. Vous avez des insectes comme ici la chrysomèle du maïs qui est inféodée au maïs. Elle n'attaque que le maïs. Si vous mettez, comme l'a dit Cyrielle, maïs sur maïs sur maïs, vous êtes sûr d'en avoir, votre maïs il est grillé en très peu d'années. Ce qu'il faut faire, c'est alterner. L'année d'après, vous ne mettez pas du maïs, vous mettez du soja. Ça déjà, c'est très efficace. Et puis encore mieux, l'année d'après, vous mettez un colza. Bon, je dis n'importe quoi de n'importe quel ordre. Hein. Donc il faut faire des coupures pour que ces insectes ne puissent pas, l'année d'après, retrouver du maïs. S'il n'y a pas de maïs, ils peuvent pas en manger, et ils disparaissent. Donc ça, c'est une méthode préventive hyper efficace. Ensuite, vous avez le contrôle génétique. Je vous ai mis une très belle pomme qui est au milieu, Ariane, qui n'est pas une pomme transgénique, je vous le rassure, vous pouvez en acheter dès que vous sortez d'ici. Et à gauche, enfin je sais pas, à gauche, à droite, j'ai un peu mal, vous avez des pommes qui sont attaquées par une maladie très grave, la tavelure, celle qui impose 15-20 traitements par an. Et vous voyez que Ariane, elle est résistante à la tavelure, donc plus de traitement, grâce à cette résistance qui a été, il y a un petit dessin dessous, acquise par sélection classique. Et il n'y a pas que Ariane, hein, aujourd'hui il y a une dizaine, une quinzaine de pommes qui sont résistantes et qu'on trouve principalement dans l'agriculture biologique, mais pas que. Alors, on a mis en place des méthodes préventives. Je vous en ai dit 2, mais il y en a vraiment toute une ribambelle dont on pourrait parler après. Ensuite, il faut estimer le risque. Est-ce que le risque il est suffisamment important ou pas pour que je décide d'intervenir? Donc vous pouvez mettre des pièges par exemple. Donc là, je vous avais un bien, vous voyez, il y a un petit piège
pièce jaune, là, avec de la colle dessus, merci Gaël, et les insectes viennent se coller. Ça vous permet de savoir, un, si l'insecte est présent, et deux, je n'ai pas mis la colle dessus, et deux, s'il est en quantité suffisante pour justifier l'intervention ou pas. Après, vous avez des cuvettes jaunes, vous avez des plats que vous pouvez mettre au sol. Enfin, il y a plein, il y a des modèles, il y a des grilles, enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui à la disposition des agriculteurs gratuits ou très peu chers pour connaître le risque. Effectivement, j'ai repéré, mais est-ce que ça justifie que j'intervienne ou pas? Malheureusement, le risque, il est important, il faut que j'intervienne. En soit je peux intervenir mécaniquement, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, Cyrielle, avec des outils, par exemple, de désherbage mécanique. C'est une très bonne alternative à l'utilisation du glyphosate aujourd'hui. Donc des pineuses, des herses, pour buter. Je vous ai mis une sarcleuse aussi intercept en vigne, parce que la vigne elle est quand même consommatrice de glyphosate. Grâce à cet outil, vous travaillez mécaniquement le rang et vous n'êtes plus obligé d'intervenir avec du glyphosate. Et puis enfin, ce qui se développe le plus en plus aujourd'hui, c'est les robots. Donc c'est développé en maraîchage, mais de plus en plus ça se développe aussi en grande culture, en vigne, en arbre. Ensuite, dans la lutte physique, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des filets. Donc je vous en ai amené un ici, enfin un petit bout, un échantillon, vous pourrez le voir en sortant. C'est un filet qu'on appelle Alt Carpocars, parce que vous pouvez empaqueter totalement votre verger, et comme ça, eh bien, les insectes ne peuvent plus rentrer dans le verger, et s'ils ne peuvent plus rentrer dans le verger, ils ne peuvent plus pondre. S'ils ne pondent plus, il n'y a plus de développement de larves qui pénètrent à l'intérieur du fruit, et qui quand même dommageable, c'est pas intérêt de manger une pomme avec un verre dedans, même si c'est pas dangereux pour la santé. Un grand nombre d'arboriculteurs ici en Midi-Pyrénées aujourd'hui ont adopté ces techniques de filets fermés, soit c'est monorang, soit c'est pour toute la parcelle, et ça permet d'avoir une protection efficace. Ensuite, je vous ai amené aussi un autre échantillon, alors ça sent, tout à l'heure je le sens, je l'ai bien empaqueté, alors si vous le prenez tout à l'heure, ne l'ouvrez pas parce que ça sent. C'est une technique de biocontrôle, c'est toujours une technique curative, mais on utilise des produits biologiques. Alors le biocontrôle, ça fait appel à des phéromones sexuels. Alors comme vous voyez sur le petit schéma, la femelle, elle diffuse une phéromone qui attire le mâle pour favoriser la reproduction. D'accord? Donc ça se fait naturellement dans l'espace. Ce qu'on fait, c'est qu'on va saturer en phéromone l'air en phéromone sexuelle femelle, comme vous voyez sur la troisième image. Le pauvre papillon mâle, il a l'impression qu'il a des milliers de femelles autour de lui, ça grouille de femelles de partout, et donc il n'arrive plus à localiser la voix femelle, donc il ne se reproduit plus. S'il ne se reproduit plus de descendants, plus d'œufs, plus de larves, plus de dégâts. C'est triste pour lui, mais c'est efficace. Alors je vous ai amené un certain nombre de petits diffuseurs, là vous voyez, vous en avez certains, le premier pas qui nous a attiré tous les papillons de la région jusqu'à demain. Et alors aujourd'hui, tous les arboriculteurs de Midi-Pyrénées ont ça. Je vous raconte pas des trucs anecdotiques qui touchent 3 arboriculteurs du fin fond de l'Ariège, pas du tout. Là, c'est tous les arboriculteurs du Midi-Pyrénées, je les pêche. Ah oui, bien sûr. Ça aussi, vous pouvez tout en passer dans la salle, avec plaisir. Ah oui, donc aujourd'hui, c'est adopté en ville, c'est adopté en arbo, en arboriculture, c'est massivement adopté, et c'est très efficace, et ça coûte pas beaucoup plus cher, et il n'y a aucun arboriculteur qui aujourd'hui reviendrait en arrière. Ça a permis de remplacer 6-7 traitements avec des insecticides violents, toxiques, écotoxiques. Aujourd'hui, on n'en emploie plus grâce à ces diffuseurs. Aucun risque pour l'homme, aucun risque pour l'environnement, aucun risque pour l'eau, pour quoi que ce soit. Bon, ça sera un peu. Peut-être à la fin de la journée, on a mal à la tête. Enfin, pour terminer sur les outils de biocontrôle, toujours dans la lutte curative, on peut utiliser aussi des prédateurs. Tout le monde sait ce que c'est des prédateurs, c'est des animaux qui sont à l'affût et qui sautent sur leur proie pour les manger. Donc là, vous avez un exemple de coccinelle, que vous connaissez bien, vous avez une punaise, vous avez une larve en bas de la Phyllolethes affidisata en train de manger les pucerons, donc il les attrape, il les suce et hop, et on passe au suivant. Ça, c'est hyper efficace, c'est assez redoutable. Et toujours dans le biocontrôle, vous avez des parasitoïdes. Ici, par exemple, vous avez une microgueule, vous voyez, elle attrape un puceron, elle lui injecte un poison pour l'immobiliser, puis elle insère son oviscapte dedans pour pondre son œuf. La larve va se développer à l'intérieur du corps de l'insecte, une nouvelle femelle va sortir qui va pondre, etc. Et ça va se répercuter comme ça. Alors en quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que ces parasitoïdes, on les met dans des petits sacs comme ça. Ça, on l'accroche dans les serres. Et aujourd'hui, la très grande majorité des serres en France sont protégées comme ça. C'est 90% des concombres, c'est pratiquement la totalité des tomates françaises qui sont protégées comme ça en production biologique intégrée. Donc vraiment, acheter des tomates françaises, elles sont produites sans insecticides de synthèse.
Et puis ça ne touche pas que le maraîchage, ça touche aussi les grandes cultures. Donc ce petit sac, si vous voulez, vous pourrez regarder, vous avez des capsules ici, ça se présente comme ça. Donc c'est des capsules qui renferment à l'intérieur des petites micro-guêpes, toujours pareil. Donc ces petites micro-guêpes, vous les voyez ici. Elles sortent de ces capsules, elles vont à la recherche d'œufs de pyrale. La pyrale, c'est un papillon qui fait de graves dégâts, comme vous le voyez ici sur le maïs. Et donc, ces petits hyménoptères, ces petites micro-guêpes, elles pondent à l'intérieur des œufs de pyrale, elles détruisent les œufs. Et donc, plus d'œufs, plus de larves, plus de dégâts. Donc ça s'applique soit par voie terrestre, soit de plus en plus par drone. Et grâce à ça, eh bien, on ne fait plus de traitement insecticide chimique sur le maïs. Ce qui sera de plus en plus le cas, parce que de toute façon, on n'a plus le droit de faire des traitements par voie aérienne. Bon, ça c'était juste pour vous dire que même vous, dans votre jardin, vous pouvez utiliser ces produits pour lutter contre vos problèmes de processionnaires, pour lutter contre la pyralidie, parce que j'ai toujours la question, les gens qui me disent « Ah, mais j'ai des pyrales dans mon vie, qu'est-ce que je fais ?» Vous pouvez acheter une bactérie dont a parlé tout à l'heure Gaëlle, donc le bacille de Thuringe. Les insectes avalent la bactérie, ça passe dans leur organisme, et ensuite ils se liquéfient, comme vous voyez en bas, et ils meurent. C'est hyper efficace, c'est redoutable également. Plus d'insecticides de synthèse grâce à ça. Voilà, j'en ai terminé, je suis un peu long parce que je suis très bavarde. Alors, aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre de méthodes alternatives. Nous, les chercheurs, on travaille sur toutes ces méthodes. Il y en a qui travaillent sur l'agronomie, il y en a qui travaillent sur la génétique, il y en a qui travaillent sur les produits de biocontrôle, etc. Nous, on travaille sur l'agronomie à Toulouse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces méthodes n'a la même efficacité qu'un produit chimique. Vous faites cheat dessus, l'insecte en 30 secondes, même pas, en 3 secondes, il est mort. Il n'y a aucune méthode qui sera aussi efficace. Mais si on veut maintenir la production pour les agriculteurs, si on veut maintenir le revenu aussi pour les agriculteurs, et si on veut respecter l'environnement et la santé, eh bien il faut absolument combiner l'ensemble des solutions préventives dont je vous ai parlé et les solutions curatives. On n'en a pas beaucoup des solutions curatives, il faut les préserver, donc il faut qu'elles arrivent en dernier recours. Je ne vous ai pas parlé de la lutte chimique, mais la lutte chimique, on ne l'évacue pas totalement, mais pour nous, elle arrive vraiment en dernier recours si on veut protéger durablement les cultures. Voilà. On a aussi sorti un livre qui s'appelle La protection agroécologique des cultures, qui est en français et en anglais. Je pourrais répondre à vos questions, j'espère que je ne vais pas être trop longue. Voilà, c'était pour vous expliquer ce qu'on peut faire en protection agroécologique, ce qu'on fait à Toulouse. Merci beaucoup, Marianne. Et donc, on va finir par Elsa Pigot. Je ne sais pas si elle a préparé un support. Ah non, pas de du papier, pas merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Elsa Pigou. Contrairement à ce qui avait été écrit, c'est vrai que mon cœur reste à l'université Toulouse de Jean Jaurès, que j'appelle encore le Mirail comme je m'exprime. Mais donc j'ai fait une thèse ici, mais aujourd'hui je suis maître de conférence en sociologie à l'ENSFEA, l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. C'est un établissement dans lequel on forme, entre autres, les futurs enseignants et enseignantes de l'enseignement agricole. Et je suis chercheuse donc, dans un laboratoire qui s'appelle LIST et dans une équipe qui s'appelle Dynamique Rurale, LIST, qui est elle basée à l'université Toulouse de Jean Jaurès, donc je viens de temps en temps dans le cadre de mes recherches. Donc voilà pour les présentations. Alors je suis, comme je vous l'ai dit, je fais de la socio et de la socio un peu critique. Vous allez voir que on va être peut-être un petit peu différent des deux intervenants précédents. Quand j'ai reçu l'objectif de cette conférence, et notamment les deux questions qui nous ont été posées, en quoi vos travaux favorisent-ils le développement de pratiques agroécologiques, je me suis déjà interrogée parce que en fait, notre objectif en tant que chercheur et chercheuse, c'est pas de favoriser quoi que ce soit. On analyse une ou plusieurs réalités économiques, sociales, géographiques, agronomiques, et reste ensuite aux citoyens, aux acteurs des territoires, aux politiques de favoriser, eux, des choses plutôt qu'une autre. Et par exemple, je pense qu'en tant que chercheur, prendre l'avion de manière régulière pour parler d'agroécologie n'est pas quelque chose de très agroécologique. Vous voyez, des fois j'ai l'impression de ne pas favoriser l'agroécologie moi-même dans au quotidien, même si je me mouche avec du papier recyclé. Cela étant dit, en décidant de s'attarder sur tel ou tel aspect des réalités sociales, économiques, géographiques, etc., on met la lumière sur des thématiques et on ne peut pas ignorer l'effet que ce coup de projecteur peut avoir pour nous et pour les citoyens. J'aurais pu vous parler de plein de choses, par exemple
Mon école dépend du ministère de l'enseignement de l'agriculture. Donc j'aurais pu vous parler de la manière dont l'agroécologie est définie par le ministère de l'Agriculture. J'aurais pu vous parler de la manière dont l'école à laquelle j'appartiens, elle définit et comment elle organise aussi son travail autour des questions agroécologiques aujourd'hui. Il y a plusieurs plans qui ont été lancés, notamment le plan Enseigner à produire autrement. Parce qu'on forme les enseignants de l'enseignement agricole à produire autrement et à tenir des discours différents auprès de leurs élèves. J'aurais pu vous parler aussi de plein d'autres choses concernant l'arrêt progressif du glyphosate que veut le ministère de l'Agriculture dans les lycées où on forme les agriculteurs. Donc aujourd'hui, tout ça est en chemin. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça, à moins que vous me reposiez des questions dessus après. Je vais vous parler d'un travail de recherche un peu singulier et qui s'inscrit complètement dans la thématique d'aujourd'hui et qui va permettre d'aborder des questions un petit peu différentes. Ce travail de recherche, c'est un travail qui est un travail pluridisciplinaire, donc avec des géographes, moi en tant que sociologue de service, et un professeur en cinéma et audiovisuel, donc Alain Svea, Olivier Bourri, Jean-Michel Cazenave et Jean-Pascal Fontor. Avec cette petite bande, on a amorcé un travail qui est en cours de finalisation, un travail particulier parce qu'on ne va pas produire d'articles. L'objectif de notre travail n'est pas de produire uniquement des articles scientifiques, même si on va devoir en écrire de toute manière, mais on travaille avec les images et les sons, et donc on fait un film. Voilà. On fait un film sur l'agroforesterie. Ce film, il s'organise autour de la problématique suivante: en quoi les agroforestiers, qui sont les agroforestiers, et comment leur pratique transforme les paysages. Alors, quelques mots juste sur l'agroforesterie pour que tout le monde soit au clair avec cette notion-là. C'est une pratique qui vise donc à implanter des arbres dans les parcelles. Donc on parle d'agroforesterie intra-parcellaire ou aux abords des parcelles pour créer des haies. C'est une pratique qui est très ancienne en fait, l'agroforesterie. Il y a toujours eu des prés qui étaient aussi des vergers, il y a toujours eu des haies bocagères, des paysages de bocage, je pense que vous voyez sur la poche de référence, c'est des paysages où les haies, finalement, vous savez, segmentent comme ça les parcelles. En tout cas, c'est des pratiques qui sont très anciennes et qui, au regard des politiques successives, des politiques d'orientation agricole aussi en France et des politiques de remembrement, ont progressivement disparu. Donc on a rasé une partie des arbres et des haies aux abords des champs, mais aussi à l'intérieur des champs, parce que pour faire passer une grande lumineuse, comme on a vu tout à l'heure, s'il y a un arbre en plein milieu, c'est compliqué. Donc il faut adapter, vous voyez, on a à un moment donné adapté les outils aux exigences d'intensification, de mécanisation, et donc on a enlevé un certain nombre d'arbres. Aujourd'hui, c'est une pratique qui revient, l'agroforesterie. De plus en plus, on s'intéresse aux bénéfices de l'agroforesterie, et ces bénéfices, les chercheurs en sciences expérimentales les ont bien analysés, notamment les bénéfices agronomiques, économiques, environnementaux, ce que ça permet en termes de rendement de culture, parce qu'il y a une protection, les arbres peuvent protéger une partie des cultures. Ça ramène aussi des petites bestioles, en fait, d'avoir des arbres, ce qu'on appelle des auxiliaires de culture, donc ça peut aider l'agriculteur dans son travail au quotidien. Il s'agit aussi d'une manière de lutter en plantant des arbres contre l'érosion des sols, contre le lessivage des sols. Vous savez, justement, quand on travaille sur une zone de coteaux, les agriculteurs, chaque année, ils vont prendre la terre qui est descendue et ils la remontent. Donc, en fait, le fait de planter des arbres dans ces parcelles, ça limite ça. Ça évite cet effet de glissement comme ça des sols. Ça permet de lutter aussi contre le vent, dans des zones où il y a beaucoup de vent, je pense au Lauragais notamment. Bref, en tout cas, tous ces bénéfices ont été utilisés. Moi, je ne suis pas spécialiste de tous ces bénéfices, mais ils ont largement été mis en avant. Donc aujourd'hui, on sait que planter des arbres, et notamment certaines essences pour certaines cultures, apportent des choses pour l'agriculteur. Donc nous, on s'est intéressé à d'autres aspects, et notamment à des aspects plus à la fois sociologiques, mais aussi géographiques. On a mis en place un dispositif méthodo, donc comme je vous l'ai dit, on fait un film, donc on utilise des images et des sons, mais on utilise aussi des entretiens et des observations. On s'est concentré dans le cadre de ce film qui s'intitule « À l'ombre des champs » sur 6 agroforestiers qui sont implantés dans le Gers et un seul en Haute-Garonne. Ces agroforestiers, on les a identifiés avec une association qui s'appelle Arbres et Paysages 31, qui aide, cette association qui aide les agriculteurs à ceux qui veulent en tout cas planter les arbres. Elle leur permet de trouver des solutions techniques, de réaliser des plans, enfin de les aider finalement à implanter des arbres dans leur parcelle.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 3 choses à l'issue de ce film qui est en cours de finalisation de montage. Premier élément, des choses sur les profils. Parce qu'on a beaucoup parlé de techniques, mais les techniques, c'est des hommes, des hommes et des femmes. Et ces hommes et des femmes, ce sont des hommes et des femmes en général qui sont très différents les uns des autres. Déjà, c'est le premier élément à retenir. Qui ont des modèles agricoles, en tout cas les 6 qu'on a retenus, qui étaient très différents. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient en biodynamie, autrement dit totalement convaincus par les bénéfices d'une agriculture agroécologique, et d'autres qui étaient en conventionnel, qui pratiquaient une agriculture intensive avec du maïs dans le Gers depuis des années, mais qui s'étaient progressivement rendus compte que leur sol était mort. Et qu'eux-mêmes finalement participaient avec leur pratique à tuer les sols. Voilà. Et qui se sont progressivement dit, on peut faire autrement, peut-être que le fait de planter des arbres serait une bonne idée. Donc vous voyez, l'agroécologie c'est parfois aussi un chemin, mais ce n'est pas un état. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont peut-être plus éloignés dans leur pratique, mais qui progressivement aussi adoptent, réfléchissent et transforment leur pratique. Dans notre corpus, donc, il y a ces 6 personnes, il y a des gens qui ont 30 ans, et cette personne qui est en conventionnel, elle a 74 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'agroécologie. Ce que l'on a remarqué également, c'est qu'ils ont un certain nombre de points communs, ces personnes. Premier élément, ils ont tous quasiment suivi des parcours professionnels qui n'étaient pas linéaires. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivaient pas tous dans une reprise d'une exploitation agricole. Ils n'étaient pas tous passés par un lycée agricole. Leur premier métier n'avait pas été d'être agriculteur, nécessairement. Mais par contre, ils avaient soit voyagé, soit fait d'autres métiers. Parfois, ils avaient même vécu à l'étranger. Et donc, on a remarqué que c'était quelque chose qui les caractérisait. C'est-à-dire, en gros, le fait d'avoir fait autre chose avant de s'installer. Et le fait d'avoir fait autre chose faisait qu'ils mobilisaient des compétences qu'ils avaient acquises dans leur précédent domaine de formation ou domaine professionnel. Ça, c'est quelque chose d'important aussi pour comprendre quelle est la logique qui fait que les agriculteurs ou agricultrices adoptent de nouvelles pratiques. Autre élément, c'est qu'ils se positionnaient tous de manière particulière dans le champ socio-professionnel. C'est-à-dire qu'il y avait, parmi les gens que nous avons interrogés, il y a un maire d'un village qui a donc des responsabilités électives très, très importantes. Il y a aussi des gens qui étaient représentants de certaines associations ou engagés dans le secteur associatif, certains qui donc reprenaient le flambeau en biodynamie. Enfin, autrement dit, des gens des profils particuliers de personnes qui n'étaient pas des agriculteurs isolés. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir pour la suite. Donc ça, c'est le premier élément que l'on a vu à l'issue de notre étude. Deuxième élément, la question des paysages. C'est une question qui est importante pour nous, se demander en quoi l'agroforesterie transforme les paysages. Ce qu'on a compris, c'est que les agroforestiers, spontanément, eux, ils ne nous parlaient pas de paysages. Ils recréent des paysages qui sont très différents et qui rompent complètement, qui sont en rupture complète avec la monotonie de la monoculture, parce qu'implanter des arbres dans une parcelle, mais ça se voit, même quand les arbres sont tout petits, il y a des piquets, on paille autour de l'arbre qui a été planté, donc ça crée quelque chose de très différent dans le paysage et qui bien sûr va se développer, parce que plus l'arbre va grandir, plus on va avoir affaire à des champs qui vont être curieux, des champs avec des lignes d'arbres comme ça en plein milieu. Donc ils recréent des paysages très différents qui interpellent les voisins, qui interpellent aussi les agriculteurs, et donc eux-mêmes parfois participent à l'éveil des consciences en plantant des arbres dans leur parcelle. Mais donc ils ne parlent pas de paysage, ils parlent avec leurs gestes. En fait, un agroforestier, c'est plus vraiment qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui doit prendre soin aussi des arbres. Donc c'est quelqu'un qui observe les arbres, qui les taille, qui les coupe. Et donc, on sait très bien que l'agriculture, c'est un métier qui gigogne, c'est un métier qui est composé de plusieurs métiers. On est mécanicien quand on est agriculteur, on est commercial quand on est agriculteur, mais on est aussi finalement quelqu'un à l'écoute des arbres quand on est un agroforestier. Ce que l'on a remarqué, c'est qu'ils ne font pas il n'y a pas de frontière étanche entre ce qui est bon et ce qui est beau. Pour eux, ce qui est bon pour leur parcelle est aussi quelque chose qu'ils prennent plaisir à voir. Et ça, c'est très important dans leur discours. Ils n'établissent pas comme ça de dichotomie entre ce qui est bon et entre ce qui est beau. Je reviens sur ce que je disais sur le caractère pluriel du métier d'agriculteur. Finalement, c'est un métier qui en comporte plusieurs. Ça, c'est aussi une manière, pour eux, de s'affirmer et d'être des itinéraires très différents des agriculteurs qui se spécialisent. Aujourd'hui, on parle même d'agriculture par délégation. Je ne sais pas si ça vous parle.
des agriculteurs parfois qui ne sont même plus agriculteurs et qui délèguent la totalité du travail agricole à des entreprises, à leurs voisins ou à d'autres personnes. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a affaire à une agriculture très différente parce que ceux qui replantent des arbres, ça veut dire passer sur sa parcelle, observer ce qui s'y passe, observer les animaux, les insectes qui s'y déploient. Donc c'est vraiment aussi une manière, je pense, de prendre à rebours la spécialisation, l'intensification qui a caractérisé le modèle agricole depuis ces dernières années. Dernier élément que l'on peut relever, qui est en lien avec ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une dimension temporelle et systémique très forte dans le discours des agroforestiers. Temporelle, pourquoi? Parce qu'ils plantent des arbres, et pour certains, ils ne verront pas ces arbres arriver à l'apogée de leur croissance, entre guillemets. Donc ils plantent déjà des arbres pour les générations futures. Donc on n'est plus dans le court terme de l'agriculture qui veut produire pour vendre à terme sur les marchés financiers. Vous voyez, on ne se situe plus complètement sur cet agriculteur-là. Il y a une dimension de transmission, une dimension patrimoniale très forte chez ces agroforestiers. Et une dimension systémique parce que tous les agriculteurs, les agroforestiers qu'on a rencontrés disent on n'est pas des maîtres, on n'est pas des possesseurs de la nature, on travaille avec la nature, on travaille ensemble, on ne lutte pas contre, on copilote les agrosystèmes. Ce terme de copilotage, c'est un ingénieur et une philosophe, Raphaël Larère et Catherine Larère, qui en parlent, de copilotage des agrosystèmes. Pour terminer, quelques mots, notamment parce qu'on n'a rien inventé, rien de nouveau sous le soleil. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Daré, qui en 1994, qui est un chercheur, a écrit un ouvrage qui s'appelle Père et expert en agriculture. Et ce monsieur disait que la capacité des agriculteurs à changer de pratique dépend de leur relation à l'extérieur, dépend de leur capacité à tisser des relations avec des personnes qui vont au-delà de leur petit cercle intime. Et bien c'est exactement ce que l'on a vu. Parce que ces agriculteurs-là que l'on a rencontrés, ces agroforestiers, étaient tous dans des réseaux où avaient tous, comme je vous l'ai dit, apporté des compétences diverses, avaient tous entretenu, à un moment donné, avec des personnes extérieures au monde agricole, des relations qui les ont nourris, et je pense qu'ils les auront aussi affirmées dans leur rôle de transformer, finalement, dans leur manière de transformer leur pratique. Donc ça ne signifie pas que les exemples de réussite ne sont pas susceptibles d'inspirer d'autres agriculteurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on met souvent en avant dans les forums relatifs à l'économie sociale et solidaire, la capacité à inspirer. On sait toujours que parler d'économie sociale et solidaire va faire tache d'huile, que ça va se développer, et c'est bien de le voir de la sorte, mais tout ne tient pas à ça. Tout ne tient pas aux exemples de réussite, malheureusement. Et on voit bien que le changement, il tient au positionnement donc, dans le champ professionnel, à une capacité à tisser des relations avec les autres, et donc, je le dirais plus clairement, finalement, ce qui change, notamment ce qui, à mon sens, est la clé de l'agroécologie, c'est le lien social, c'est la relation aux autres. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire d'agroécologie si on est seul dans son coin. Monsieur Dumont, tout à l'heure, posait la question suivante, comment des agriculteurs qui tentent des choses peuvent être mis en lien avec des chercheurs qui, depuis des années, travaillent et ont mis au point plusieurs techniques qui peuvent les aider. Comment se fait-il qu'il y ait encore cette solitude dans le monde agricole? Et cette solitude, elle est largement ressentie. Et je pense que la question, elle nous amène du coup à être bien plus large. Parce que si on pose la question de la relation, et si on dit un des problèmes clés, c'est la relation sociale, vous voyez bien qu'on pose les questions de manière très différente. Bref, on pourra y revenir dans le débat, mais je pense que la remise en question de notre système économique et plus largement de la production et de la consommation de verre sont très importantes si on veut parler d'agroécologie. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'agroécologie, ça marche, que ça peut nourrir le monde, que ça peut faire vivre les agriculteurs, mais encore faut-il qu'on tisse de nouvelles relations, de nouveaux liens, et que l'on remette en cause un certain nombre de